Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Merci Caroline, on se connaît un petit peu, on s'est connus à Lyon. Je voulais remercier aussi l'ONPE et puis les différents organismes qui ont participé à l'élaboration de ce séminaire, qui m'offre donc la possibilité de m'adresser à vous dans un propos général que j'ai intitulé Le puzzle de la parenté, non pas de la parentalité, le puzzle de la parenté, biologie, intention, technologie, corps. Et donc je vais essayer de traiter de cette question assez vaste dans le temps qui m'est imparti, puisque j'ai 25 minutes et il ne faut pas que je déborde. C'est un chemin qui sera scandé en 7 courtes étapes. Mon PowerPoint ne comprend que 2 diapos. Donc voilà la diapo importante qui est celle qui présente le canevas que je vais donc suivre. En commençant donc par le premier point, l'évidence du pluriel, et donc en entamant la réflexion par une remarque sur le titre de ce colloque, adoption, deux points, filiation, parenté, origine. Je pense que vous l'avez noté, chacun de ces 4 mots est au pluriel. Et cet usage du pluriel, devenu très commun, est révélateur de l'embarras que nous avons à définir ce qu'est aujourd'hui la famille, la parenté, la filiation, etc. Par exemple, l'expression la famille n'est plus guère utilisée dans les discours publics. On lui préfère généralement le pluriel les familles. Alors, je situerai mon propos au niveau de la parenté plutôt que de la famille, ce qui permet d'élargir la famille à l'ensemble des personnes apparentées et aux modalités de leur apparentement. Mais sur ce plan aussi, l'usage du pluriel s'impose. À la question qu'on pourrait penser simple en apparence, qui est parent de qui peut l'être, qui doit l'être, les réponses sont désormais multiples, hétérogènes, voire contradictoires, et elles s'appuient sur des visions différentes de ce qui fait parenté. Alors certes, le système de parenté, c'est-à-dire la parenté entendue comme un ensemble de règles, des sociétés de l'espace euro-américain, c'est-à-dire à la fois les sociétés de l'Europe occidentale, de l'Amérique du Nord, qui présentent des caractéristiques propres au regard des autres systèmes de parenté qui existent ailleurs dans le monde. Mais ces règles de parenté se fondent elles-mêmes sur des croyances qui sont hétérogènes, qui autorisent à parler d'une pluralité, non plus maintenant de systèmes de parenté, mais de modèles de parenté, si on entend par là la parenté comme ensemble de croyances. Et les deux perspectives, bien entendu, sont précieuses lorsqu'on veut étudier la parenté, c'est-à-dire étudier la parenté comme système, ensemble de règles, ou comme modèle, et ou comme modèle, c'est-à-dire comme ensemble de croyances. Alors, j'en viens au deuxième temps de mon propos, qui consiste justement à expliciter un petit peu ce que j'entends par cette image du puzzle. J'aime bien l'image du puzzle pour parler de la parenté. Il y a plusieurs raisons qui ont fait que ce mot s'est imposé à moi. La première découle de ce que j'ai dit juste auparavant, c'est-à-dire la pluralité des modèles de parenté qui signalent une variété de principes, de croyances, de postulats dans la manière de se représenter ce qui fait parenté. Et puis le puzzle évoque aussi l'idée d'un échafaudage à partir d'une infinité de pièces, une construction progressive, par tâtonnement, essai, erreur, quelque chose d'expérimental. On tente certains assemblages, puis on fait marche arrière, on en essaie d'autres, etc. Et cela colle bien finalement avec le constat que les parcours familiaux ne sont plus rectilignes, ne sont plus linéaires, hein, qu'ils sont en somme ponctués par des séquences et des bifurcations, du moins beaucoup d'entre eux. On se met en couple, on a un enfant, on se marie ou on se paxe, puis on se sépare, on entame alors une période monoparentale ou de vie solitaire, puis on se remet en couple, etc. Alors le puzzle traduit bien justement quelque chose des expériences familiales de nos contemporains, la confrontation à l'incertitude et au pluralisme. Il y a plusieurs manières de faire parenté, on peut passer de l'une à l'autre. Bref, il n'y a plus en ce domaine de vérité unique et absolue. La norme de parenté est devenue une norme qu'on pourrait dire disponible. Elle se discute, elle se compare à d'autres, donc elle se relativise. Le pluralisme des modèles de parenté est le signe
d'une mutation, d'une transformation des normes de parenté. Hier, ces normes étaient indisponibles, fondées sur une vérité extérieure et indiscutable, qui pouvait être celle de la religion ou celle de la nature. La norme de parenté aujourd'hui est entrée dans le champ politique de ce qui se délibère et s'élabore collectivement. Du moins en théorie, car faire de la parenté un objet de délibération démocratique, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi et nous l'avons constaté pour nous en tenir simplement au cas français à plusieurs reprises au cours des dernières décennies. Rappelez-vous les affrontements idéologiques à la fin des années 1990, au moment de l'adoption du Pax, puis la querelle autour du mariage pour tous, début des années 2010, la loi date de 2013, puis à nouveau plus récemment sur l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules, ou encore sur la question très controversée de la gestation pour autrui. Bref, discuter de ce qui fait parenté n'est pas un long fleuve tranquille. Pourquoi? Eh bien, parce que si la norme de parenté est tendanciellement, et à l'échelle de la société, devenue une norme, comme je disais tout à l'heure, disponible, qui se conteste, qui se discute, ça n'est pas toujours le cas pour chacun d'entre nous. Il existe en la matière des convictions auxquelles on croit, sans être en mesure d'ailleurs d'en exposer les raisons. Les uns ne jurent que par le sang ou les gènes, d'autres par le projet ou l'intention, d'autres encore par l'éducation. Les uns postulent que la parenté se construit nécessairement sur les différences sexuelles, les autres croient que cela est secondaire, et que ce qui compte est l'amour, etc. Bref, il y a en ce domaine pluralisme, mais pluralisme de ce que chacun croit juste et bien en matière de parenté, des croyances qui reposent souvent sur le rejet et le discrédit des autres manières de penser le juste et le bien. Alors, comment aborder à tête froide, rationnellement en somme, ces questions passionnelles où se jouent des convictions profondes, des convictions qu'on peut sans doute qualifier d'existentielles, qui touchent à la naissance, à la mort, à la transmission, bref, à la façon proprement humaine d'habiter le temps. Alors nous sommes aujourd'hui devant ce défi, qui n'est pas simple, et pour en cerner l'enjeu, il faut se demander pourquoi la parenté est une question fondamentale dans toute société. On arrive donc au point 3, très, très rapide, du puzzle à l'énigme. Je le dis sans embâge, la parenté reste une énigme pour les sciences sociales. J'y ai consacré toute ma vie de sociologue. Je suis convaincu qu'on touche là à quelque chose qui est très important, une question clé, mais je ne suis toujours pas parvenu à trouver les mots pour en convaincre la plupart de mes collègues sociologues de la famille. Et je vais encore tenter cet exercice aujourd'hui devant vous. Je ne suis pas sûr non plus de réussir à trouver les bons mots. Alors les anthropologues eux-mêmes, qui sont dans le domaine des sciences sociales les grands spécialistes de la parenté, c'est à eux qu'on doit l'expression système de parenté, peinent à se mettre d'accord entre eux sur une définition commune. Régulièrement, parmi eux, la question ressurgit et tout aussi régulièrement s'expriment à ce sujet des désaccords. Alors je reviens un instant sur l'image du puzzle. Le puzzle contraste avec les certitudes populaires d'un temps, c'est-à-dire celui où l'on pouvait parler de la famille au singulier, mais il ne contraste pas avec les analyses des sciences sociales pour qui la parenté a toujours été une question complexe. Pour celles et ceux qui y réfléchissent, dans le domaine des sciences sociales, il y a une évidence de la parenté comme pièce de l'édifice social, mais une difficulté réelle à dire en quoi consiste exactement cette pièce. Alors, je vais essayer de clarifier un peu le problème. On va commencer par des choses simples et descriptives. La parenté, c'est de la filiation, c'est aussi de l'alliance et de l'adoption pour faire écho au thème du colloque. Donc j'en arrive au point 4, filiation et consubstantialité. La filiation, c'est la parenté dans sa verticalité, dans sa dimension intergénérationnelle. Dans intergénérationnel, il y a le mot génération, un mot qu'il faut entendre dans toute son épaisseur parce que certes, on désigne par là des personnes qui sont reliées les unes aux autres et qui sont nées à des périodes différentes, elles appartiennent à des générations distinctes, différentes.
Mais il y a aussi l'idée d'être issus les uns des autres, d'être faits en somme d'une même substance. Et en Occident, dans le monde occidental, on pense immédiatement à la version biologique de la génération, c'est-à-dire le fait d'être issu d'un même germe, qu'on va appeler, selon les époques, à travers l'histoire, le sang ou les gènes. Ne parle-t-on pas d'ailleurs de généalogie? Cette conception qu'on pourrait dire naturaliste, qui conçoit la filiation comme un fait de nature, est propre à l'Occident euraméricain, dans l'espace euraméricain. Il suffit de lire un peu d'ethnographie de la parenté pour constater qu'existent ailleurs dans le monde bien d'autres manières de penser la consubstantialité, c'est-à-dire l'idée d'une substance partagée. Parfois, ce qui compte, c'est le monde des esprits, la manière dont les esprits rencontrent et investissent le corps féminin. Ce peut être aussi les ancêtres qui reprennent vie à travers le nouveau-né. Il ne faut pas négliger non plus le rôle de la nourriture, de la commensalité, de la résidence partagée. Dans de nombreuses sociétés, c'est ce que nous mangeons ensemble, jour après jour, qui fait de nous des apparentés. Lorsque le fait naturel de la procréation est pris en compte, ça n'est jamais comme une évidence biologique. D'abord, certaines sociétés reconnaissent ou non le rôle géniteur de l'homme. Ensuite, on peut très bien reconnaître le rôle géniteur des deux sexes et considérer que l'enfant appartient à une seule des deux lignées, celle de son père ou celle de sa mère. Déduire du rôle biologique des deux sexes que l'enfant appartient aux deux lignées n'est qu'une solution parmi d'autres. C'est celle qu'on connaît, c'est celle qu'a retenue la parenté euraméricaine, la nôtre, en mettant en avant la nature. Alors, avant le 19e siècle, par nature, on pensait en fait la nature de l'homme, laquelle se confondait souvent avec le discours religieux sur le sacrement du mariage. L'Église catholique reste d'ailleurs favorable encore aujourd'hui à une conception naturaliste de la famille. Dans l'histoire, elle s'est longtemps opposée à l'adoption et aujourd'hui, elle demeure hostile à la PMA, à la procréation médicalement assistée. De nos jours, par nature, on entend biologie et même de plus en plus génétique. Reste que, quelle que soit son incarnation, cette idée de consubstantialité porte en elle une symbolique de l'assignation, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas ses pères et mères et par extension la parenté dont on est issu. Ce que nous partageons crée entre nous un air de famille. À certains égards, entre parents, nous sommes des identiques, des proches. D'ailleurs, le terme proche est souvent utilisé pour désigner les membres de la parenté. La filiation entretient des rapports très étroits avec les notions d'identité et de proximité. Alors, j'en arrive au point 5, qui est une autre dimension d'analyse de la parenté, qui est l'alliance. Voilà, j'ai intitulé ça Alliance jusqu'où s'ouvrir. Deuxième dimension d'analyse de la parenté, l'alliance, c'est-à-dire le mariage ou ce qui fait office de mariage. La filiation met en avant ce qui soude, qu'on en soit heureux ou non, ça c'est une autre question, à travers la substance partagée. L'alliance regarde plutôt vers l'extérieur, vers ceux qui ne sont pas des identiques. Et c'est parmi eux qu'il va falloir trouver un conjoint ou une conjointe. Pour le dire avec des mots techniques, qui sont empruntés à l'anthropologie, l'alliance met en exergue la règle d'exogamie. Je dois trouver conjoint à l'extérieur de mon groupe de parenté. Ouverture donc. Sortir du cercle des identiques pour trouver une personne avec laquelle faire couple. Et pas simplement faire couple, car par le mariage, ce sont deux groupes de parenté qui s'allient et qui cessent d'être étrangers l'un par rapport à l'autre. Alors, je voudrais faire deux observations à ce stade. La première, c'est que l'exogamie, c'est-à-dire trouver son conjoint à l'extérieur du groupe, a quelque chose à voir avec la prohibition de l'inceste, mais ne s'y réduit pas. Plus exactement, si l'interdit de l'inceste est une règle très répandue, sa signification varie. Elle peut être très extensive et couvrir de très nombreux parents avec qui l'alliance
est impossible ou être beaucoup plus limité dans ses effets. Les raisons de l'interdit sont parfois biologiques, mais bien souvent, elles n'ont rien à voir avec cela. Comme pour la filiation, il y a le fait biologique et il y a son interprétation culturelle sous la forme de normes. En lui-même, le fait biologique ne dit rien. La seconde observation est relative à nos sociétés actuelles. Nous avons fait de l'alliance dans nos sociétés une affaire de choix personnel. À chacun de nous de trouver l'âme sœur, renvoyant à une sorte d'impensé la question de l'alliance entre groupes, qui est en jeu aussi dans ce dont nous parlons. À l'échelle de l'histoire, c'est une mutation très récente. Elle est aussi décisive parce qu'elle porte en elle une vision individualiste et psychologique de la parenté qui place au centre de l'édifice le choix de la personne, la relation interpersonnelle et ce qui la justifie, c'est-à-dire le bonheur convoité, les sentiments, l'amour, l'amour pour le conjoint et par extension l'amour pour les enfants. Enfin, l'ouverture que charrie avec elle l'alliance est toujours relative. Selon les sociétés, elle est limitée par des règles qui définissent des conjoints préférentiels ou alors par des normes sociales implicites qui se répercutent sur la manière dont on va juger autrui et dont on va choisir finalement son conjoint. Alors, avec le point 6, on se rapproche un petit peu de la focale du séminaire en somme, hein, puisque j'ai appelé ça adoption. Adoption et parenté intentionnelle. Alors, j'ai mis à part l'adoption, bien qu'elle relève de la filiation, et je fais le lien avec l'idée d'intention, qui prend une place croissante aujourd'hui dans la manière, dans nos sociétés, de répondre à la question qui est parent de qui. Alors, deux mots sur l'adoption. Je laisserai évidemment mes collègues en parler plus savamment que moi, puisque, comme Caroline l'expliquait, je ne suis pas du tout spécialiste de cette question. Et dans nos sociétés euro-américaines, dans l'espace euro-américain, la reconnaissance officielle par le droit de l'adoption est tardive. L'adoption a connu une très longue éclipse qui va en gros de la Rome antique jusqu'au XXe siècle. Cela s'explique simplement par le fait que le modèle de parenté qui a longtemps prévalu dans notre histoire mettait l'accent sur la nature, puis sur la biologie de la procréation. Et au regard de cette manière de penser ce qui fait parenté, l'idée d'une filiation adoptive n'avait pas sa place, sauf à la concevoir sur le modèle de la filiation naturelle, avec la même idée de bilatéralité exclusive, c'est-à-dire deux parents de sexes différents, supposés géniteurs de l'enfant, ce qui efface toute trace de la famille initiale de l'enfant. Par contraste, sortie d'Occident, l'adoption est une pratique beaucoup plus commune sous une forme qui n'est pas exactement comparable à ce que nous appelons, nous, adoption. Les enfants circulent d'un foyer à un autre, dans la parenté ou en dehors, selon les cas, et pour des périodes variables. Les raisons en sont très diverses. Il peut s'agir de raisons démographiques, économiques, de raisons liées à l'alliance. J'ai reçu de tel groupe une épouse, je donne en retour un enfant, etc. C'est ce qu'on appelle dans la littérature le confiage d'enfants ou le transfert d'enfants. Et ce confiage d'enfants introduit une plus grande fluidité dans la parenté. Avec lui, c'est une autre parenté qui se construit à côté de celle officielle en quelque sorte, à laquelle l'enfant est affilié. Ce que nous expérimentons dans nos sociétés avec les familles recomposées et les familles monoparentales, dans lesquelles les enfants circulent aussi d'un foyer à un autre, ressemble beaucoup à cette pratique du confiage. Similitude factuelle qui trouve cependant ses limites sur le plan des normes de parenté qui continuent dans notre société à mettre l'accent sur l'idée d'exclusivité. Je n'ai et ne peux avoir que deux pères et mères. Par conséquent, il est difficile de trouver sa place lorsque les pères et mères des enfants sont séparés, ils ont recomposé un foyer et avec éventuellement d'autres enfants. Dernière chose liée, alors oui, donc les tiers, ce qu'on pourrait appeler les tiers, c'est-à-dire à la fois beau-père, belle-mère, demi ou quasi-frère ou sœur, occupent une place en somme vide. Une place vide qui n'a fait l'objet d'aucune symbolisation dans notre système de parenté.
Dernière chose liée à l'adoption, elle est une modalité de filiation qui met l'accent sur la volonté, sur le projet de devenir un parent par l'adoption précisément. D'ailleurs, la société, à travers la délivrance d'un agrément, se donne le droit de juger du bien fondé de ce projet, de l'évaluer en somme, pour écarter les personnes qui n'en sont pas dignes. Ces raisons, je parle de parenté intentionnelle, fondée sur l'intention de devenir parent. Cette intentionnalité de la parenté prend de plus en plus d'importance dans les situations familiales où la référence à la nature n'est pas possible. On pourrait le montrer à travers l'évolution des discours sur l'adoption qui prennent davantage en compte les tiers à côté de la famille adoptive. La problématique de l'accès aux origines l'illustre. Mes collègues spécialistes du sujet, j'imagine, en parleront sans doute. Je me contenterai de mentionner que la parenté intentionnelle est centrale aussi pour les couples de même sexe ou pour les couples hétérosexuels recourant à la PMA avec don de gamètes. Ne parle-t-on pas de plus en plus d'ailleurs de parents d'intention pour désigner celles et ceux qui seront parents de l'enfant au regard de la loi sans en être les géniteurs? Et on retrouve d'ailleurs ici aussi la question de l'accès aux origines. Dernier point, alors c'est le plus difficile. Parenté entre technologie et corps, c'est le plus compliqué. Celui sur lequel je prends un peu plus de risques aussi. La parenté d'intention prend certes aujourd'hui de plus en plus de place, mais la parenté biogénétique aussi. Et il se produit en somme un curieux chassé-croisé qui est caractéristique du puzzle de la parenté contemporaine. Alors d'abord, l'aspect technologique. Il est lié à la médicalisation de la procréation et à l'émergence d'outils biotechnologiques qui encadrent les parcours de grossesse et qui transforment peu à peu la vision de la naissance. En effet, l'éruption de la technologie se présente sous deux volets liés. Le premier volet est strictement technologique et découle des progrès de la génétique prédictive et de la génomique. Il se traduit par des tests et des examens prénataux qui se multiplient tout au long de la grossesse dans le but de maîtriser autant que possible le processus reproductif. Le second volet est normatif. Il prend la forme de discours médicaux, moraux, bioéthiques qui accompagnent les différentes étapes de la grossesse. Ces discours véhiculent des normes procréatives qui se réclament non pas d'une éthique propre, mais de l'expertise génétique. Les nouvelles normes procréatives dessinent la vision de la bonne naissance et du bon parent. Elles mettent l'accent sur la phase anténatale du projet procréatif et la responsabilité génétique du parent. Le bon parent est celui qui, s'appuyant sur l'expertise médicale, prend les bonnes décisions prénatales en écartant les mauvais gènes. Dans la littérature bioéthique, cette nouvelle normativité prend d'ailleurs la forme d'un utilitarisme procréatif qui vise à obtenir, je cite, le meilleur enfant promis à la meilleure vie. Cet objectif est supposé du ressort de la responsabilité parentale. Alors dans ces écrits, un élément est toujours présumé. Chacun est censé préférer avoir un enfant qui lui soit biologiquement relié. Cette présomption est portée par le prisme génétique de ce discours. À présent, deux mots sur l'aspect intentionnel. Bien qu'il faille prendre le mot individualisme avec des pincettes, une chose est sûre, la plus grande attention aux aspirations et aux droits de l'individu change le regard porté sur la parenté. Désormais, ce qui compte, c'est l'intention, la volonté, le projet ou le désir d'enfant et ce qu'il en découle, c'est-à-dire une vision que j'appellerais psychologique des réalités familiales, une focalisation sur l'interpersonnel et l'individu. Cela a débuté dans l'histoire avec l'Alliance, lorsqu'en matière de choix du conjoint, l'individu a contesté les droits du lignage. Cela touche à présent la filiation qui, de plus en plus, est réduite à une relation duale, parent-enfant, centrée sur la relation éducative. Un prisme psychologique que traduit le succès du mot parentalité, qui a évincé le terme parenté dans les discours publics et même dans la littérature scientifique. Le plus remarquable selon moi, c'est que ces deux volets, la technologie et l'intention, se rejoignent par le truchement du marché et du droit. L'intention justifie le recours à la technologie, par exemple avec la procréation médicalement assistée, depuis la réforme en France de 2021, qui fait de la PMA un mode de procréation à part entière, nullement réservé aux couples médicalement infertiles. Inversement, le recours à la technologie s'adjoint, je l'ai dit, d'une invitation pressante à exercer, dès la phase anténatale, sa responsabilité individuelle de parent.
Le marché et le droit contribuent à diffuser cette vision de la procréation centrée sur la génétique et sur l'individu. Le marché, par le biais de la décomposition du processus reproductif en de multiples prestations qui acquièrent une valeur marchande, il existe aujourd'hui un marché reproductif, d'ailleurs globalisé, comme il existe un marché du mariage, de l'adoption, de la GPA, des obsèques, etc. Les valeurs du marché colonisent littéralement les relations familiales. Le droit, quant à lui, comme bien souvent, suit avec un peu de retard. La révision bioéthique de 2021 est un exemple parmi d'autres. L'usage généralisé de l'expression droit reproductif est le signe d'une individualisation et sans doute aussi potentiellement d'une contractualisation du lien de parenté qui, dans le fond, convient à la vision capitaliste marchande qui pousse chacun à gérer au mieux son capital génétique, le sien et celui de ses enfants. Cette focalisation sur l'individu, l'accomplissement rationnel de son projet procréatif et sur la génétique prédictive qui l'accompagne, prend l'aspect d'un discours de la réussite, de l'efficacité, du meilleur enfant et de la meilleure vie. Par là même se trouve évacué tout ce qui excède cette vision individualiste et biocentrée et qui est centrale dans ce que j'ai appelé la parenté. Peut-être faudrait-il dire d'ailleurs refouler plutôt qu'évacuer, parce que ce refouler refait régulièrement surface à travers la question des origines en cas d'adoption ou de PMA avec don, qui est aussi pour partie la question du corps, des substances corporelles. De quoi est-il question? Pouvoir mettre des traits humains sur cette origine, l'incarner sans en faire pour autant une filiation au sens juridique du terme. On l'a vu, la consubstantialité est quelque chose qui s'incarne, qui fait corps, littéralement, par la procréation, par la nourriture, par la résidence, par l'éducation, par le pouvoir des esprits ou des ancêtres, quel que soit le procédé. D'où la force du discours, des croyances et des fantasmes aussi sur les ressemblances familiales, qu'on en soit fier ou honteux. Le choix du donneur de gamètes, lorsque les parents peuvent choisir, est rarement indifférent aux traits phénotypiques de la personne, quelque chose du corps refoulé et de l'inscription dans un au-delà de la relation duale parent-enfant trouve ici à s'exprimer. Se joue là sans doute un rapport à l'altérité, au mystère de la naissance, au mystère de la mort, qui rapproche la parenté des mythes et des religions. Parenté technologiquement assistée, réduite à un contrat, un simple accord de volonté individuelle, est tout autre chose que ça. Elle est ce qui convient au biocapitalisme et plus encore au transhumanisme qui en est la version outrée. Ce faisant, on oublie que la parenté est une pensée du corps et des existences mutualisées. Qui est parent de qui? Celles et ceux qui participent à l'existence les uns des autres, à faire ce que je suis, y compris dans mon corps, à comprendre d'où je viens et ce qu'il adviendra de moi quand je ne serai plus.